Séance publique spéciale déclaration de politique générale de François Bayrou. Près de 90 minutes de discours pour un Premier ministre sur une corde raide. A-t-il réussi à convaincre les socialistes de ne pas le censurer sans se couper de ses ministres de droite? Avant d'en débattre avec nos experts, on voit comment le grand oral du Premier ministre a été accueilli au Sénat. C'est un reportage de Marion Lompageux. Après une heure de lecture dans l'hémicycle, les sénateurs ressortent mitigés de ce discours de politique générale. L'annonce d'une mise en chantier de la réforme des retraites ne convainc pas. Ça veut dire qu'on réouvre tout, auquel cas j'y suis opposé. Parce que ça veut dire que clairement, on n'aura pas d'accord. Évidemment que si vous réouvrez tout avec les partenaires sociaux dont beaucoup se sont opposés au passage à 64 ans, ça veut dire qu'il y aura un désaccord entre les majorités parlementaires et la majorité des partenaires sociaux. Donc je ne sais pas trop bien où ça va. Et je suis un peu inquiet quand on sait l'état de nos finances publiques. Par contre, il est hors de question, effectivement, de revenir sur le financement même de notre système de retraite. Donc oui à une conférence de financement, oui à une négociation avec les partenaires sociaux pour améliorer le système, mais dans un équilibre financier qui doit de toute façon être maintenu. Je pense notamment à la question des retraites, où on suspend sans suspendre. On aura besoin d'avoir des éclaircissements. On parle de mission flash confiée à la Cour des comptes, on parle de conclave s'agissant du dialogue social. J'aurais tendance à dire et le Parlement dans tout ça. Les membres de l'opposition veulent interpeller le Premier ministre lors de son allocution prévue demain au Sénat. Et l'éventualité d'une motion de censure, elle, n'est pas écartée. Moi, je le redis, la question de la censure, c'est pas quelque chose comme ça qu'on utilise, qui amuse. Non, au contraire, c'est quelque chose de grave. Moi, je préférerais ne pas censurer. Je préférerais avoir des orientations. Je préférerais avoir un Premier ministre qui comprenne ce que veulent les Françaises et les Français, qui comprenne aussi son opposition. Les écologistes ont fait des propositions sur la question écologique, sur la question sociale. Rien n'a été repris. Très clairement, en l'état, le compte n'y est pas. On peut qu'en faire le constat par rapport aux annonces qui avaient été faites. La censure est un outil offert par notre Constitution, mais comme nous avons été nombreux à le dire ces dernières semaines, ce n'est évidemment pas une fin en soi, parce que notre pays a besoin aujourd'hui évidemment d'un budget, mais d'un budget qui soit juste, qui défende davantage nos services publics. L'examen du budget, justement, il en sera question dès demain soir en séance. François Bayrou est-il à la hauteur de cette crise politique? On en débat avec Anne-Charline Bézina. Bonsoir, Bonsoir bienvenue, Thomas. Constitutionnaliste, maître de conférences en droit public, et vous publiez cette Constitution qui nous protège chez XO Éditions. Mathieu Souquier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes essayiste et consultant et vous avez contribué à cet ouvrage collectif La France à 20h ou l'heure d'être ensemble aux éditions de l'Aube. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, bienvenue. Vous êtes le fondateur et directeur d'Atlantico, et Sophie Dravinel, éditorialiste politique. Bonsoir Sophie. Que retenez-vous de ce discours, de cette déclaration de politique? Est-ce qu'il était, tiens, la question générale de notre débat, à la hauteur de cette crise? Alors, j'ai le sentiment que, en tout cas, quand on a parlé de nouvelles méthodes, c'était vraiment la vieille ancienne. On en a parlé en 2022, on en a encore parlé avec Michel Barnier, Emmanuel Macron l'a dit dans tous ses discours possibles et imaginables. Là, pour le coup, on l'a incarné pour la première fois. C'est-à-dire qu'on a des conférences intergouvernementales à en pleuvoir, on a les partis politiques qui sont associés à ce qu'il a appelé de l'utilité publique, les partis sociaux aussi, tout ce qui va être mouvement social, etc. Donc, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on incarne quelque chose, du temps long aussi, beaucoup, cette idée de s'installer dans du pluriannuel, sur certains chiffres, etc. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a en tout cas des propositions suffisamment floues aussi pour que tout le monde puisse y trouver son compte. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'il y a des appels aux uns, aux autres pour empêcher un peu cette logique de bloc. J'ai le sentiment, si vous voulez, qu'il n'est pas tellement allé chercher le PS, qu'il n'est pas tellement allé chercher le RN, mais qu'il est allé essayer de mettre tout le monde un peu face à ses responsabilités en disant « je frappe un peu de partout et puis chacun devra essayer d'y trouver son compte ». Je crois que la référence à Pierre Mendès France est assez maligne, étant donné que c'est quand même le président du Conseil qui a été élu avec les voix les plus composites de toute l'histoire de notre République. Donc peut-être une référence à cette idée-là. Mathieu Souquier, est-ce que vous retenez le grand flou? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on retient peu de choses précises dans tout ce qui a été dit. Je partage ce que disait Anne-Charline. On a quand même un exercice qui est plutôt réussi,
par rapport à des débuts relativement calamiteux en termes de prise de parole et de prise de position de la part de François Bayrou. Même son premier plateau télévisé, que j'avais regardé attentivement, ne disait rien de plus précis et quand même était quand même très, très flottant, très hésitant, et sur le fond et sur la forme. Donc là, pour le coup, c'est plus réussi, en particulier parce qu'il y a une vraie habileté. Je rejoins ce que vous disiez sur la méthode ou sur le style Bayrou, qui diffère quand même de tous ses prédécesseurs. Et l'habileté tient précisément au fait que, alors, je ne sais pas si on peut parler de flou, en tout cas, sur aucun des grands sujets, il n'a été précis. Alors, pas les sujets sur lesquels, en particulier, certaines oppositions l'attendaient. On sait que la gauche avait posé un certain nombre de conditions, en tout cas avait un certain nombre d'attentes sur quelques grands sujets. De ce point de vue-là, François Bayrou n'a répondu à rien de précis, et y compris sur ceux dont il dit qu'il en fait ses priorités. Je pense en particulier à l'école. C'est un symbole tout à fait particulier que d'avoir nommé Elisabeth Borne ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, donc de mettre l'école statutairement et politiquement en haut de ses priorités. Et j'avoue qu'il a été ministre de l'Éducation nationale, il dit avoir beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à cette question au cours des années, et j'ai trouvé ça un peu sec, un peu court. Oui. Quand on dit qu'on veut en faire sa priorité et qu'on connaît bien le sujet. Ouais, les premiers mots de François Bayrou pour parler du surendettement de la France, Jean-Sébastien Ferjou, c'est-à-dire que la pression de la droite parlementaire qui s'est exprimée ce week-end, elle a porté ses fruits ? Je crois que ça a toujours été un engagement de François Bayrou, qui a été un de ceux qui portait justement avant d'autres la problématique de la dette lors de ses campagnes présidentielles. Il y a déjà pas mal de quinquennats et même peut-être même de septennats en 2007 notamment. Moi, ce que j'en retiens, peut-être plus que le fond, c'est que c'est un discours de la méthode. On voit un François Bayrou qui détaille ce mode de gouvernance qui, selon lui, est adapté à l'état du Parlement. Et je pense qu'il est sur une ligne de crête avec un côté où, effectivement, c'est assez maîtrisé et assez habile, y compris dans ce que peut-être vous appelez flou, mais qui est aussi une forme d'ouverture. Par définition, il n'est pas dans une situation où il arrive avec un programme qui a été validé par les Français dans une élection. Par définition, il arrive en n'ayant pas une majorité qui serait déjà d'accord sur des grandes orientations. Est-ce que c'était une petite erreur de Michel Barnier dans sa déclaration de politique générale, d'être peut-être un peu plus, je ne sais pas, péremptoire avec une majorité quand même très faible? Certainement, mais je pense que M. Bayrou bénéficie aussi de l'expérience Barnier, parce que les observateurs, enfin, y compris les parlementaires eux-mêmes, ont changé d'attitude. Mais quand je vous disais, c'est une espèce de ligne de crête, ça l'est parce que ça me semble assez adapté à ce qu'est le Parlement. Et il faut bien effectivement acquérir une culture parlementaire. Et une culture parlementaire, c'est une culture du compromis et pas une culture de la verticalité en arrivant en disant j'ai X ou X vision sur l'éducation, peu importe que la vision d'ailleurs soit bonne ou mauvaise. Il s'agit de pouvoir faire avancer les choses face aux gens qui se trouvent là. Par ailleurs, malgré tout, quand on écoute un peu, vous me posez la question sur le surendettement, le problème c'est que dès qu'il donne un peu de détails, alors là on se rend compte que le diable s'y niche, parce que moi je veux bien croire à ses engagements, enfin d'ailleurs non, plus précisément, je veux bien l'entendre sur ses engagements sur la réduction du déficit français avec les hypothèses de croissance qu'il évoque, ça n'est tout simplement arithmétiquement pas possible. Donc je pense qu'il a bien fait par ailleurs de ne pas trop donner de détails, parce que quand il en donne, y compris sur les retraites, c'est certainement très habile politiquement, très habile d'un point de vue sémantique. Enfin, ne nous cachons pas, c'est une forme d'illusion, parce que le seul critère sur lequel il puisse jouer, enfin sur lequel, pas lui en tant que tel, mais sur lequel collectivement nous puissions jouer, dans le contexte politique actuel, dans l'absolu, il y en a d'autres. On pourrait jouer sur la productivité, l'innovation, qui font évoluer le taux d'emploi, etc. Le seul critère sur lequel ils puissent véritablement jouer, c'est l'âge de la retraite. Et on voit bien que là, on en revient au fait qu'il n'y a pas de majorité. Alors, on y reviendra sur la conférence sociale. C'est pas le terme qu'il a employé, mais c'est ce que ça veut dire, comment ça peut se... Oui, le conclave. Le conclave, oui, effectivement, c'était une référence vaticanesque. Un endroit que vous connaissez bien pour avoir été correspondante du Figaro. Avec la clé, un groupe fermé. Oui, c'est ça, effectivement. Donc ça, on en parle dans un instant avec Jonathan Dupriez, mais il y a, au moment où on enregistre l'émission, une question centrale qui est la question de l'attitude du Parti socialiste, qui ne ferme pas complètement la porte, qui pour l'instant ne dit pas on va censurer, mais qui attend un certain nombre de réponses. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de Boris Vallaud au pupitre à l'Assemblée nationale, le président des députés socialistes. Bon voilà, il est un peu comme là, lui aussi sur une ligne de crête. Monsieur le Premier ministre, à vous écouter, je dois vous dire que le compte n'y est pas. Où sont vos engagements? Où sont vos compromis? Où sont les avancées que les Françaises et les Français attendent et qu'ils pourront dire de nous? Nous avons été utiles à quelque chose et nous avons servi l'intérêt général et le pays. Aujourd'hui, l'avenir de ce pays,
L'avenir politique, institutionnel, est entre vos mains, mesdames et messieurs du bloc central. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs du gouvernement, nous avons pris nos responsabilités, à vous de prendre les vôtres. Anne-Charline Bézina, c'est aussi un moment décisif pour l'alliance du Nouveau Front Populaire. Oui et non. C'est-à-dire que, à mon avis, nécessairement, ce soir, c'est tempête sous un crâne, que ce soit chez Boris Vallaud ou pas, dans tout le groupe socialiste. Et de toute façon, on l'a vu depuis le mois de décembre. La motion de censure n'a pas du tout été profitable, en fait, au groupe PS, alors que le RN, on est resté à peu près sauf. Et il y a toute cette question de se dire quelle est l'attitude qu'un ancien parti de gouvernement doit avoir face à l'instabilité gouvernementale qui nous frappe et qui nous fait revivre, en fait, un peu la 4e République. Ouais. Mais en fait, on a complètement rétabli ce qu'on appelait justement sous la 4e République la double investiture. C'est-à-dire qu'on peut dire oui à un Premier ministre sur son nom et puis lui dire non quelques semaines plus tard sur sa première mesure ou sur le nom d'un des ministres qui va vous irriter. C'est exactement ce qu'a fait le RN avec Michel Barnier. Septembre, oui, puis finalement octobre peut-être, novembre non, et puis décembre, motion de censure. Donc le PS est là-dedans. Quand bien même il voterait une motion de censure ce soir, c'est symbolique, c'est important. Mais il peut aussi se dire, je me laisse ainsi une possibilité de voir les premiers résultats et de me raviser ensuite. Ce qui peut être finalement en 2 temps dans son attitude. Tout dépend en fait de ce que le PS a envie de faire. Est-ce qu'il attend des résultats ou est-ce qu'il attend vraiment de se désolidariser d'une alliance électorale qui est celle du NFP? Oui. C'est vraiment ça la question du soir. Oui, c'est la question du soir, d'autant plus que vous l'avez lu les uns et les autres, Jean-Luc Mélenchon a apostrophé le Parti socialiste en disant que le PS a mis le NFP, le Nouveau Front Populaire, à terre en négociant avec le gouvernement et en Jean-Luc Mélenchon se moque des concessions grotesques. C'est le terme employé par le leader insoumis. Mathieu oui, ce qui, à mon avis, chiffonne Mélenchon et justifie en particulier ses pointes d'agressivité, c'est précisément qu'il n'y a pas que le PS en réalité. Ce qui se passe de très important, me semble-t-il, au sein du NFP, c'est pas seulement le fait que le PS potentiellement décroche, ce qu'on attend depuis des mois et des mois, c'est le fait qu'en réalité, LFI se soit auto-cornérisé. Car le seul parti qui est dès le départ dit censure, 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 au moment où Michel Barnier est tombé, c'est LFI. Les 3 autres composantes de la gauche, du NFP, ont, dès le soir de la censure de Michel Barnier, totalement bougé et dit autre chose. Et en réalité, c'est ce qu'on appelait du temps de Lionel Jospin la gauche plurielle, qui, à ce stade, reste soudée. Alors, la gauche ce soir, c'est Ariel Chaplin qui mène les députés écologistes, dit clairement censure. Ah bah, oui. Mais je ne suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr que les autres composantes de la gauche, et en particulier le Parti socialiste, se retrouvent dans le discours de politique générale de François Bayrou. Ce qui a changé quand même tout à fait depuis l'époque de Michel Barnier, c'est précisément le fait que 3 des 4 composantes de la gauche ont bougé et on dit qu'en tout cas, dès le départ, elles allaient rechercher les conditions d'un accord de non-censure. On apprend à l'instant, non, je ne crois pas du tout que ce soit du théâtre. On apprend à l'instant que la motion de censure déposée par Mathilde Panot, au nom de LFI, a été signée par plusieurs députés écologistes et plusieurs députés communistes. Ça ne veut pas dire la totalité, mais voilà, on en est là. Non, le PS voulait sincèrement trouver un accord de non-censure. Jean-Sébastien, et ensuite Sophie. Et je ne crois pas. Je pense que le PS veut acheter du temps. Olivier Faure a compris que si François Bayrou devait tomber, ça pourrait entraîner le départ d'Emmanuel Macron et donc une présidentielle anticipée. Et il a aussi compris que dans le cas d'une présidentielle anticipée, Jean-Luc Mélenchon était bien mieux préparé que le Parti socialiste ne l'est en état. Donc ils veulent juste acheter du temps. Ils ne veulent ni rompre avec le NFP parce qu'ils sont tout à fait conscients de la menace que vient à nouveau de formuler Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a toujours une dimension sadomaso dans la relation entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure. Non, mais il faut voir quand même les épithètes dont il s'affuble. C'est du rapport de force politique, il n'y a rien de sadomaso. Toutes les familles politiques, des rapports de force, il me semble qu'il y en a ailleurs, dans la manière de le formuler, y compris avec la véhémence et le mépris ostensiblement affiché pour ses partenaires, il me semble qu'on est au-delà du rapport de force. Mais bref, Olivier Faure, ce qu'il veut, c'est acheter du temps. Il ne veut en l'état ni divorcer de la France insoumise, parce qu'il sait qu'il a besoin, en cas de législative anticipée, que le NFP existe encore plus ou moins, ou à minima que les insoumis ne se mobilisent pas pour faire battre ses députés. Et par ailleurs, il ne veut pas non plus véritablement, évidemment, participer à un gouvernement ni à une coalition, parce qu'il mesure très bien la distance politique qui le sépare de M. Bayrou et des autres composantes de ceux qui soutiennent M. Bayrou. Sophie Dravinel, ensuite on parle des partenaires sociaux. Un petit point très rapide pour dire qu'il y a aussi l'enjeu du budget, parce qu'il y a le vote aujourd'hui sur le discours de politique générale, mais la gauche, elle joue à 2 temps. Les socialistes jouent à 2 temps en particulier. Je trouve que le discours des écologistes était assez peu audible parce qu'ils sont allés très loin dans les négociations et revenus très vite, alors que les socialistes, eux, semblent jouer une carte plus apaisée, entre guillemets.
en se disant qu'ils peuvent voter la censure là, qu'ils ne voteront pas celle pour le budget, celle qui compte vraiment, parce qu'on verra comment réagira le RN au moment du budget. C'est là où ça va se jouer. Et donc là, je trouve que les socialistes sont plus fins et plus malins dans leurs attitudes. Alors, la réforme des retraites, l'ouverture de négociations entre les partenaires sociaux, on en parle tout de suite avec Jonathan Dupriez. Bonsoir Jonathan, bienvenue. C'était évidemment le sujet sur lequel François Bayrou était le plus attendu. Bienvenue cet après-midi. Les retraites, il y a eu des annonces du Premier ministre. Absolument. Sans totem, sans tabou, je le cite, François Bayrou, il entend remettre donc le sujet des retraites sur la table, on s'y attendait, mais sans suspendre la réforme ni l'abroger, celle qui avait été adoptée au forceps en 2023, consacrant le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Alors qu'est-ce qu'il veut faire le Premier ministre ? Eh bien, il veut trouver une autre voie de passage, réunir sous forme de conclave, il a utilisé ce mot aussi, les partenaires sociaux, et selon lui, il pourrait permettre d'obtenir à la fois les mêmes résultats que la réforme actuelle, tout par des moyens, dit-il, plus justes. On va l'écouter sur la méthode. Allons-y. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, selon une méthode inédite et quelque peu radicale. Une méthode inédite et quelque peu radicale, comment compte-t-il s'y prendre ? Alors avant toute négociation, François Bayrou, il veut repartir sur des bases communes avec, dit-il, des chiffres indiscutables. Alors pour ce faire, il va demander à la Cour des comptes la création d'une mission flash de quelques semaines pour établir le constat et un diagnostic sur les équilibres financiers du système de retraite, puis communiquer ce résultat aux Français. À compter de la remise de ce rapport, le compte à rebours commence. François Bayrou confiera aux partenaires sociaux qu'il réunira dès ce vendredi au sein d'une délégation permanente le soin de réviser la réforme dans un temps assez contraint, 3 mois, mais en leur laissant toutefois les coudées franches pour explorer de nouvelles pistes avec une condition. Écoutez-le. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons et sur lequel presque tout le monde s'accorde. Et immédiatement après, il le dit aussi, si rien ne sort, eh bien ce sera retour à la case départ. Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Et donc, pour conclure, on résume ce calendrier, Jonathan ? Le calendrier, si tout se passe comme l'a prévu François Bayrou, un accord, en tout cas, on pourrait trouver dès l'automne 2025 des ajustements à la réforme des retraites, si un accord aboutit, bien sûr, avec les partenaires sociaux. Cette réforme pourrait être intégrée directement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de la Sécu, de 2026, donc voté à l'automne 2025, si vous me suivez bien. Oui. Et la route est quand même encore longue. Il devra bien sûr éviter la censure d'ici là, mais on a l'impression qu'en tout cas, en renvoyant la balle aux partenaires sociaux, il gagne un peu de temps. Il donne quelques gages aussi au PS et à LR pour ne pas tomber, du moins temporairement. Avec des équilibres assez précaires. Merci beaucoup, Jonathan Dupriez, pour ce rappel précis du calendrier. Et justement, Anne-Charline Bézina, 3 mois pour trouver une solution pour une réforme qu'on pourrait qualifier de maudite ou de quasi maudite, c'est quand même un peu court. C'est non seulement très court, mais en plus, cette méthode du conclave, elle est particulièrement drastique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut enfermer tous les partenaires sociaux, secouer bien fort et essayer d'obtenir quelque chose. Ça paraît complètement inédit. Même si, à mon avis, c'est malin, notamment parce que, au fond, c'est une inversion de la responsabilité. C'est-à-dire, c'est pas moi qui refuse, mais c'est vous qui n'arrivez pas. Donc, en quelque sorte, en termes de responsabilité politique, je pense que c'est assez bien pensé, notamment parce que si toutefois il pouvait arriver que d'autres chemins soient possibles, la réalité est très loin d'être arithmétique en matière de réforme des retraites. C'est-à-dire que vous pouvez toujours privilégier d'autres leviers, les cotisations, certains types de professions, les régimes spéciaux, l'assouplissement, les points. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être rediscutées, étant donné que, comme il l'a dit, la marge est large. Absolument rien n'est tabou. Donc, 3 mois, c'est court, mais à la fois, c'est aussi une manière de renvoyer chacun devant l'idée que si, toutefois, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, ça veut dire qu'on a un pis-aller et qu'on va le garder. Donc, il y a une manière de gagner du temps. Il y a une manière aussi de se dire que c'est une manière de faire un peu, vous savez, en sciences administratives, on appelle ça le bottom-up ou le top-down, c'est-à-dire soit la décision vient d'en haut et on l'impose en bas, ce qu'il a plusieurs fois refusé, soit finalement on essaye de laisser du temps pour infuser de la base en essayant de s'en inspirer. Donc là, on est sur du bottom-up. Politiquement,
ça dit deux choses différentes. Il adresse le problème des retraites, effectivement. Ouais. Je suis d'accord avec ce que vous venez d'exposer. Je vous le disais tout à l'heure, ça relève un peu d'une illusion d'imaginer qu'on pourrait aboutir à une autre solution dans le délai imparti et avec les contraintes budgétaires qui sont celles de la France à l'heure actuelle. Mais c'est aussi un enterrement discret du macronisme. Parce que quand je vous disais que ce discours était avant toute autre chose, un discours de la méthode François Bayrou n'a cessé en quelque sorte de pointer, de mettre en lumière tout ce que le macronisme avait raté depuis 7 ans. Et il n'a cessé finalement de dire, regardez le dépassement du clivage gauche-droite, voilà comment il aurait dû être mené. C'est-à-dire en y associant beaucoup plus les corps intermédiaires, en associant beaucoup plus les partenaires sociaux, en respectant ses adversaires politiques. Il a tenu tout un discours sur la démocratie. Il est allé jusqu'à dire, ressortons des caves des préfectures les cahiers des doléances des Gilets jaunes. Quand vous l'écoutez, c'est un enterrement discret, mais magistral du macronisme dans sa substance, en termes de gouvernance, pas forcément idéologique en tant que tel, mais en termes de gouvernance. Les cahiers de doléances ont déjà été remis sur le devant par Michel Barnier. Oui, mais il le souhaitait, il n'a pas eu le temps de le faire. Oui, voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous écoutez tout ce qu'il dit, il vous explique, et notamment dans cette partie consacrée à la démocratie, à sa vision de la démocratie, au respect dû à ses adversaires, c'est un démenti cinglant de la méthode d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Souquier ? Oui, et effectivement, l'habileté de François Bayrou sur cette question des retraites tient précisément au fait de réhabiliter les partenaires sociaux qui ont été totalement ignorés et même méprisés depuis 7 ans. Donc de ce point de vue-là, c'est habile. Enfin, il y avait déjà quelque chose avec Astrid Panosyan, ils étaient déjà en débat. Il y avait c'est vrai, il y avait une tonalité qui avait commencé à changer. Oui, parce que Michel Barnier était lui-même dans un rapport politique pour le coup, on est vraiment dans les travaux appliqués, donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, si on fait confiance à la démocratie sociale, on ne peut être qu'intéressé par la démarche impulsée, même si elle est comprimée en 3 mois et qu'elle s'impose effectivement avec la méthode du conclave. Allez voir d'ailleurs l'excellent film qui porte ce titre en ce moment. On est d'accord, je l'ai vu, très bon film. Encore une fois, ça parle du Vatican, mais ça parle de politique et ça peut être un exemple qui peut inspirer nos parlementaires aujourd'hui. Ça met quand même en lumière le fait que si on dégage le ballon vers les partenaires sociaux, c'est bien que les forces parlementaires elles-mêmes ne parviennent pas à se mettre d'accord. C'est aussi une pierre dans le jardin des parlementaires. Ça met aussi en lumière les forces syndicales sont renvoyées à leurs responsabilités, mais précisément, du coup, les forces politiques sont elles-mêmes renvoyées à une forme d'irresponsabilité. Mais d'ailleurs, pardon, Sébastien, on l'a vu dès le début, parce qu'il y avait une négociation parallèle avec Éric Lombard d'un côté et François Bayrou de l'autre, Éric Lombard avec les politiques et François Bayrou avec les partenaires syndicaux. Donc ils ont peut-être aussi tiré les leçons des discussions avec les uns et les autres. Et ils s'entendent bien tous les deux. L'habileté en Éric Lombard et François Bayrou. Je crois qu'il y a un lien des Gracs entre eux. Oui, l'habileté en l'occurrence a quand même ses limites. Si la question des retraites est sur la table, alors c'est effectivement parce qu'elle marque la rupture du macronisme avec l'opinion en 2024 ou 2023, même je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est la rupture entre le pouvoir exécutif et l'opinion, la réforme des retraites. Mais c'est aussi parce que c'est ce qui permettrait à François Bayrou précisément de s'attirer les bonnes grâces des oppositions de gauche. Et en l'occurrence, malgré tout, la méthode proposée, je ne vois pas que la méthode proposée lui épargne quand même une motion de censure. Oui, parce que, comme je vous le disais, de toute façon, si on se projette dans le temps, il y a assez peu d'illusions à se faire sur ce à quoi ça pourrait aboutir. En revanche, ça correspond à une conviction profonde de François Bayrou. Mais vous savez, c'est comme le jour où il est allé à Pau plutôt que d'aller au Conseil. En réalité, François Bayrou se comporte comme s'il venait d'être élu président de la République en expliquant toute sa vision de la politique. Et ça peut être intéressant à écouter sur un certain nombre de sujets, en faisant part finalement de son expérience accumulée au fil des années et de l'idée qu'il se fait de l'efficacité en politique. Et précisément sur les réformes sociales, il l'avait déjà dit au moment où le gouvernement s'enferrait un peu dans une attitude très rigide en disant il ne peut pas y avoir d'efficacité dans les réformes, même si vous parvenez à les faire voter, si elles sont imposées au corps social qui les refuse. Ça, c'est une conviction ancienne de François Bayrou. Maintenant, la limite de l'exercice, c'est que précisément, il ne vient pas d'être élu président de la République. Précisément, François Bayrou, il n'a pas de majorité. Et donc, il est obligé de jongler entre ces deux aspects, l'expression de la conviction, de sa conviction de ce que la politique devrait être, avec l'habileté qui lui impose d'essayer de construire une coalition de bric et de broc avec des gens qui n'ont pas forcément très, très envie de jouer le jeu d'un François Bayrou président virtuel. Alors, je vous redonne la parole tout de suite, mais on va écouter un autre extrait du discours de François Bayrou. Il a conclu cette déclaration de politique générale par ce qu'il appelle la promesse française. Voilà le projet que nous appelons la promesse française. Nous n'avons pas le droit, au nom de nos passions politiques, d'hypothéquer la vie de nos concitoyens. C'est des actes qu'ils attendent, et c'est sur nos actes qu'ils jugeront de nos paroles,
de nos promesses et de nos indignations. C'est sur nos actes qu'ils nous jugeront tout simplement. Nous n'allons pas d'un seul coup passer de l'ombre à la lumière. Nous n'allons pas vivre le grand soir. Mais si nous parvenons à nous faire entendre de vous, élus de la nation, alors nous pourrons passer du découragement à un espoir ténu mais raisonnable. Passer du découragement à un espoir ténu mais raisonnable, la phrase, elle s'applique aussi au destin du Premier ministre, enfin des Premiers ministres depuis 3 mois d'une certaine façon, Anne-Charlotte Bézina. Il y a même tout un passage qui n'a pas été retransmis ici, qui est celui sur le risque, où il dit « je suis conscient des risques », mais finalement, et c'est là qu'il cite Mendès, je crois, où il dit justement le risque en politique, c'est aussi le risque de ne rien faire. Donc il n'est pas dans l'immobilisme, il a envie d'essayer quelque chose. Et moi, je me demande justement si les mots ne suffisent pas, au moins en matière de réforme des retraites. C'est-à-dire que quand on prend l'été, où on avait justement ces consultations partout, on avait un totem qui était celui de la réforme des retraites. On savait que Bernard Cazeneuve, en quelque sorte, avait été cornérisé par le simple fait d'en parler. Oui. Et donc là, on a quand même un Premier ministre qui, dans son discours de politique générale, dit « je remets tout à zéro ». Ouais. On va voir ce que ça donne. Clairement, sur les résultats, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais déjà, dans les termes, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de l'ordre... Alors, est-ce que Emmanuel Macron a été dans la confidence ou pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la volonté, en tout cas, de se départir d'une limite qui est celle de sa majorité? Ça rejoint ce que disait Jean-Sébastien tout à l'heure sur le bilan macroniste qui se délite. Mais en même temps, il ne la suspend pas. Parce que les mots ont leur importance et ça n'est pas que de l'habileté sémantique. Non, ça c'est aussi un message au Non, mais le fait de ne pas employer. Ça n'est pas qu'un habillage, ça a des effets extrêmement concrets. C'est-à-dire que le prochain moment... Oui, mais il n'y avait pas de rendez-vous prévu sur la réforme des retraites. Il n'y a pas au 1er mars où l'âge devait augmenter de 3 mois. En revanche, c'est le cas au mois de septembre. Parce que dans la loi Borne qui a été votée, précisément, il y a tous les 6 mois, on prend... Enfin, je ne sais plus quelle est la règle exacte, mais bref, ça décale de 3 mois. Et donc, là, l'État, il peut se permettre de le faire, puisque nous sommes dans une fenêtre de tir où justement on peut réfléchir à nouveau au système sans que ça ne produise d'effet. Si le rendez-vous avait été au 1er mars, là il aurait fallu qu'il suspende la réforme. Et on sait que quand on la suspend, ça devient très difficile. Alors déjà, il y a des questions juridiques pour le faire, et ça devient très difficile en général ensuite de revenir sur la fameuse suspension. Puis justement, on ne suspend pas une loi. En réalité, cette suspension n'existe pas. C'est soit on prend des décrets d'application qui vont venir contrer ce qu'a fait la réforme actuelle, et donc, bon, on est dans du bidouillage, et ça ne peut vraiment être que très marginal. Soit si on veut vraiment reprendre, et vous aviez totalement raison, soit si on veut reprendre complètement les indemnités, etc., là, c'est toute une nouvelle négociation. Allez, encore un mot, et ensuite on vient à la forme du discours avec Sophie. Il y a quand même une part d'affichage, ou en tout cas le discours a un sens. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois que ce n'est pas du théâtre. En fait, la posture des partis de gauche n'est pas du théâtre. Si pour de vrai François Bayrou... Non, mais ils ont aussi des convictions. Je vous disais juste que le théâtre si d'une façon ou d'une autre... Et sur le divorce par rapport... Si vous voulez, entre le PS et le NFP, si d'une façon ou d'une autre, François Bayrou avait aujourd'hui annoncé une suspension, même temporaire, ok, juridiquement, c'est, mais pour faire de la politique une suspension temporaire, en disant je suspends la réforme pendant 6 mois, ou 3 mois, ou en tout cas... Pendant le temps imparti, je demande aux partenaires sociaux et aux forces politiques de discuter, mais je suspends temporairement. Je pense que les 3 composantes du NFP qui avaient décidé de discuter avec Éric Lombard et François Bayrou étaient entre guillemets coincés, ou en tout cas qu'ils s'épargnaient une censure cette semaine. Je pense sincèrement que c'était le cas. Et donc je ne comprends pas en fait le bouger qu'il a fait, qui à la fin, à mon avis quand même, se traduit par une impasse. Il prend en compte, c'est ce que disait Sophie, il prend en compte le fait que le vrai rendez-vous sera au moment, dans la mesure où le Rassemblement national n'a pas exprimé de volonté de voter cette censure maintenant. Je veux bien. Le vrai sujet, ça sera. Vous voyez bien que le sujet, c'est à quel moment tout le monde, en tout cas, à quel moment le NFP voterait la censure en même temps que le Rassemblement national, parce que sinon ils peuvent voter autant de motions de censure. Que Bayrou se négocie de l'oxygène jusqu'au budget, je veux bien, mais ça fait quand même désordre, précisément, d'être censuré par les partis de gauche. Mais sinon, il allait perdre le soutien des autres, de la droite. Bon, on a compris, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, et c'était très intéressant, c'était passionnant, mais je reprends la main, puisque Sophie, vous allez. En tout cas pour moi, j'espère pour les spectateurs, sinon à quoi ça sert qu'on soit là, tous les soirs à 18h et 22h. Bon, franchement, allez, on s'intéresse, Sophie, à ce discours. Vous dites, c'était un peu le discours d'une vie. Absolument, au moins d'une vie politique, Thomas. Ce discours a prévenu François Bayrou en amont, il l'avait en tête depuis 2007.
Depuis ses heures à la tête de l'UDF, ses rêves de conquête de la France, nés de quelques sondages glorieux, et une 3e place tout de même au premier tour de la présidentielle, vers 18%. Là, s'il terminera loin de ses espoirs en 2012, à moins de 10%, une revanche donc ce discours, une sorte de condensé aussi, ce mardi 14 janvier 2024, un peu ce qu'il faut retenir de François Bayrou. À 73 ans, on lui souhaiterait que ce soit enfin mis en place. Avec, on l'a évoqué, toujours chez lui, cette envie de réconcilier. Mais que voulez-vous, Thomas? C'est son héritage béarnais, son côté avec la figure tutélaire, celle d'Henri IV, ce roi d'il y a un peu moins de 400 ans, capable, selon sa sœur Éléonore de Médicis, de se faire aimer des pierres elle-même. François Bayrou a toujours voulu suivre sa trace. Alors on l'entend reparler de la Banque de la démocratie qui tient au cœur du RN, un projet pourtant retoqué en 2017, souvenez-vous, pour trop de complexité lorsqu'il fut 35 jours ministre de la Justice. Il a aussi salué Jean-Luc Mélenchon, un fait, vous me l'accorderez, peu courant ces temps-ci. Il a salué sa culture et son sens de la stratégie avant de fustiger une volonté de tout conflictualiser. Bon, on l'a évoqué, il se cherche surtout un chemin de survie, le Premier ministre. Absolument, avec la conviction que ses racines peut-être vont lui permettre de tenir, pas seulement ses racines rurales, perceptibles par une comparaison plus ou moins juste d'ailleurs entre les enfants qui, contrairement aux poireaux, ne poussent pas tous pareil, plutôt par ses racines spirituelles et intellectuelles. Et je pense à l'hommage à Marc Sangnier, décédé en 1950, promoteur de la démocratie chrétienne et figure de l'éducation politique. Certains se souviendront peut-être du mouvement du Sillon. En tout cas, c'en est certainement la meilleure illustration de ces racines centristes et souples donc, qu'il pense adapter au temps de tempête traversée par la France. Mais on sent bien que vous avez un petit doute quand même. Je me demande si tout cela ne vient pas un peu tard pour lui, au moment où l'Assemblée n'est plus constituée pour l'écouter. On a perçu de l'émotion d'ailleurs dans son discours, dans le désordre de ses notes aussi. Écoutez, ou le silence. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. François Bayrou a ironisé sur son ancienneté. Il lui manquait en réalité quelque chose, Thomas, quelqu'un, surtout quelqu'une en particulier, Marielle de Sarnez, décédée un 13 janvier il y a 4 ans. Elle a été sa plus grande compagne en politique, celle en qui il avait une confiance absolument totale. Elle pouvait tout lui dire et lui pouvait tout lui confier. Elle lui manque incontestablement. Est-ce que vous diriez que... Alors, on ne va pas revenir sur ce grand moment de solitude. Il s'en est tiré par une pirouette. Bon, finalement, est-il un néophyte en politique? On peut les uns et les autres en douter. Mais est-ce que, si on doit résumer, Mathieu Souquier, je commence avec vous, est-ce qu'il a été fidèle à son histoire, finalement, dont nous parle Sophie? Oui, alors je pense qu'il l'a été totalement, et dans les convictions qu'il a affirmées, et dans le style qui a été le sien. Il y a une vraie rupture de style quand même, y compris vis-à-vis de Michel Barnier. On a un centriste à Matignon, et un centriste ne s'exprime pas de la même façon qu'un homme de droite. Donc ça fait quand même une vraie différence. Ensuite, comme vous le disiez, si c'est le discours auquel il pensait depuis 2007, c'est dommage si ça ne lui permet pas précisément de trouver les clés quand même d'une durabilité à Matignon qui excède les quelques semaines. À ce stade, on a tous écouté son discours et on a quand même un doute sur la longévité qui va être la sienne. Et donc ça prouve que s'il réussit pour partie l'exercice, peut-être quand même passe-t-il pour partie à côté de l'exercice. Car encore une fois, il y a plein de choses qui n'ont pas changé par rapport au moment où Michel Barnier a été nommé. Son socle de confiance est très bas, encore plus bas que celui de son prédécesseur. Les débuts de François Bayrou ont été assez calamiteux quand même. On ne perd pas la partie dès les premières minutes, mais objectivement, les premiers jours, les premières semaines n'ont pas été totalement convaincantes. On a un doute sur son fonctionnement avec Emmanuel Macron. En tout cas, on ne sait pas comment va fonctionner ce couple présidentiel. La cote de popularité du président de la République et du Premier ministre additionnés n'ont jamais été aussi basses. Donc c'est compliqué. Il y avait quand même, encore une fois, un bouger par rapport au moment où Michel Barnier a pris ses fonctions. Encore une fois, une partie des oppositions a manifesté
quand même sa volonté de ne pas censurer le gouvernement. Parce qu'on voit bien que, même si l'opinion considère ce pouvoir très impopulaire, l'opinion ne veut pas d'une instabilité chronique. Et y compris une partie des partis de gauche, en fait, ne veulent pas précisément alimenter cette instabilité. Donc il y a un contexte qui avait au moins pour partie changé, et on n'est pas sûr que pour de vrai, ça permette à François Bayrou de durer. Sur l'aspect, et là aussi on peut considérer qu'il y a une continuité dans les prises de position de François Bayrou, les propositions, on va dire, pour le fonctionnement de notre démocratie. Une banque de la démocratie, alors il a ouvert la porte à une réforme du scrutin, une dose de proportionnel, il n'a pas dit qu'il fallait le faire, mais il a ouvert la porte. Là aussi, il est cohérent, Anne-Charlène Bézina ? Complètement. Il est cohérent avec sa famille politique depuis presque 25 ans. En réalité, le projet de proportionnel, il existe au MoDem, dans les partis centristes. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment que non seulement c'est le discours d'une vie, mais c'est vraiment la plus grande sincérité qui a été la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire d'être fidèle à ce qu'il est. Et notamment, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réalisme, contrairement à ce qu'on a pu affirmer, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances, mais il y a beaucoup de réalisme dans sa posture par rapport à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que Michel Barnier était encore sur une posture, justement, de socle commun, en se disant je suis soutenu au moins par une partie. Alors que ici, vraiment, François Bayrou me semble être dans l'idée de jeter des pistes à droite et à gauche pour essayer de trouver à s'engager. Alors, l'idée qu'il n'ait pas fait de bouger du côté de la gauche, moi je me demande jusqu'à quel point c'est pas aussi une manière de se dire qu'il n'est pas en otage, parce qu'on a Olivier Faure qui nous dit on n'attend que le mot suspension, et finalement François Bayrou nous dit, voilà, moi je ne vais pas forcément donner ce gage à ce moment-là, mais je m'ouvre à d'autres choses. Donc il y a peut-être, à mon avis, cette logique de prendre en compte l'idée d'une assemblée fracturée en donnant des gages dans plusieurs groupes. C'est un peu, vous savez, sous la 4e République, il y avait deux choix. C'était soit on faisait partie d'une coalition initiale, c'est-à-dire voilà, tout le monde participait à un gouvernement d'ouverture, soit on allait chercher des majorités glissantes au cas par cas. Et j'ai le sentiment qu'il s'est un peu engagé là-dedans. Alors justement, sur la proportionnelle, je vous donne la parole tout de suite, mais sur la proportionnelle, c'est intéressant parce que, alors on peut dire qu'il donne des gages, c'est vrai aussi pour la Banque de la démocratie. À Marine Le Pen au Rassemblement national, mais peut-être aussi à d'autres familles politiques qui souhaitent la proportionnelle depuis longtemps. Mais alors en revanche, ça fâche plutôt les LR. Laurent Wauquiez en tête, on l'écoute. La proportionnelle sera la garantie que le désordre politique exceptionnel que nous connaissons aujourd'hui deviendra la règle. La proportionnelle, Monsieur le Premier ministre, ancrerait au cœur de nos institutions l'instabilité politique et la primauté des intérêts partisans sur l'intérêt général. Nous nous y opposerons et la droite républicaine assumera ses responsabilités. Alors vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, un soutien, mais un soutien exigeant, texte par texte. Ce sera la feuille de route de la droite républicaine et nous veillerons à ce que dans les semaines à venir, elle se traduise en actes. On est de nouveau sur la ligne de crête dont on parlait tout à l'heure, Jean-Sébastien Ferjou. C'est peut-être la limite à son réalisme, justement. C'est-à-dire que oui, et Sophie a répété, ou a expliqué avec plus de talent ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant c'est le discours d'une vie. On voit bien que François Bayrou s'exprime comme s'il venait d'être élu président de la République avec toute la somme de la réflexion qu'il a portée depuis des années, avec probablement un angle mort. C'est-à-dire que oui, il enterre le macronisme. C'est-à-dire en l'état, il dit le dépassement gauche-droite, ça n'a pas fonctionné parce qu'Emmanuel Macron n'a pas su le porter de la manière qui convenait. Le problème, c'est est-ce que le dépassement gauche-droite peut fonctionner tout court, et c'est très vite ce à quoi il va être confronté. Parce qu'on peut dire et argumenter, comme le fait François Bayrou, que oui, on peut trouver des majorités ou miser sur la bonne volonté des uns et des autres, ou on peut argumenter que la négation du clivage gauche-droite fragilise de facto la démocratie en empêchant justement, parce que le clivage est aussi, la polarisation est nécessaire en politique, je ne parle pas de la polarisation absolue qui consiste à considérer que tout ce que dirait un de vos adversaires est nul et non advenu au simple motif qu'il est un adversaire. Mais quand même, parfois, la politique, c'est l'art de choisir des priorités. Et choisir des priorités, c'est aussi savoir choisir des renoncements. En disant, je veux ça et je m'allie à telle personne et donc je renonce aussi à ça. Et lui est un peu dans un monde en disant, mais non, finalement, tout ça pourrait quand même marcher si chacun y met du sien. Et moi, je pense que la limite de son raisonnement, c'est que la négation du clivage gauche-droite, ça ne marche pas et qu'il y est confronté aujourd'hui. On voit bien une gauche qui n'a pas renoncé à être de gauche. On voit bien une droite, parce que Laurent Wauquiez, je pense que peut-être sa conviction sur la proportionnelle, elle a pu être variable dans le temps, enfin comme d'autres ont des convictions qui évoluent. Il voulait affirmer quelque chose sur l'identité de la droite. Et probablement, mais peut-être l'histoire va me démentir dans les mois qui viennent,
La limite que rencontrera François Bayrou, c'est que s'il y a dans le pays une droite qui veut exister, il y a dans le pays une gauche qui veut exister. Et il ne faut pas confondre la déshérence des partis qui les représentent avec le fait que la gauche ou la droite n'existerait plus. Mathieu Souquier, il y a eu, on parle de beaucoup de bouger, il y a eu un bouger de la gauche, en tout cas une participation réelle à des discussions, des négociations, peut-être un peu moins de Laurent Wauquiez et des leaders de la droite. C'était précisément mon point, en fait. Je note que deux personnalités n'ont pas du tout bougé, en fait, depuis les élections du printemps. Ce sont Jean-Luc Mélenchon et ce sont Laurent Wauquiez, qui, je pousserai même le bouchon un peu plus loin, qui, en réalité, ont tenu à peu près le même discours. Jean-Luc Mélenchon l'a fait en premier de façon extrêmement ferme. Notre programme, rien que notre programme, tout notre programme. Laurent Wauquiez a dit exactement la même chose, en fait, dès le 7 juillet. Et il ne cesse de le répéter. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon n'a pas bougé depuis le mois de juillet. Ça n'est une surprise pour personne. Oui, mais lui, il est au gouvernement. Les autres et ses amis non plus. Mais je ne crois pas que Laurent Wauquiez ait jamais dit ça. Et d'ailleurs, ils n'ont pas censuré le gouvernement de Michel Barnier, tout en acceptant des choses qui n'étaient absolument pas dans la logique de LR, puisqu'on avait entendu des lignes rouges exprimées dès le départ, par LR. Le 7 juillet, Laurent Wauquiez a bien dit que s'il venait au gouvernement, c'était précisément pour que le programme des Républicains soit appliqué. Et il redit exactement la même chose aujourd'hui. Donc je dirais que dans l'échiquier politique et parmi les forces politiques qui ont vocation à participer pour que quand même le programme des Républicains soit pris en compte, ce qui n'est pas exactement la même chose, que la posture de Jean-Luc Mélenchon disant rien que le programme du NFP, tout le programme du NFP. Je vous mets au défi en fait de donner un seul sujet sur lequel Laurent Wauquiez a fait part d'une souplesse et d'une disponibilité à bouger. Un seul sujet, pas du tout. Précisément, depuis le départ, en fait, j'ai le sentiment quand même que Laurent Wauquiez affiche des positions extrêmement fermes. Et être au gouvernement et autant représenter au gouvernement, il le vit mal, parce qu'effectivement, il a moins de ministres LR et il n'a plus Matignon, comparativement à l'époque de Michel Barnier. Mais précisément, être dans un gouvernement et dire « on verra quand même, ce sera texte par texte », c'est une drôle conception, en fait, une drôle de conception de la coalition. Je reprends les propos de Mathieu, en les simplifiant, Wauquiez et Mélenchon, même stratégie. Ouais, je le dis. J'ai le sentiment qu'on a beaucoup de lignes rouges depuis cet été. Ça, en effet, chacun a dit je ne serai pas. Et bon, au final, moi, ce que je me dis, c'est qu'on est vraiment dans l'ère où tout le monde va perdre. Je pense qu'il faut vraiment que les partis politiques se mettent en tête cela. Et je pense que François Bayrou, dans ce discours de politique générale, l'a dit. C'est-à-dire que les LR vont perdre sur la proportionnelle, mais on pourra compter sur le vote favorable des RN. Le PS va gagner peut-être sur la réforme des retraites et on perdra le vote du centre. Mais c'est ça, en fait, la nouvelle donne de l'Assemblée nationale. C'est que tout le monde ne peut plus fonctionner avec l'idée des lignes rouges. Il y a des moments où les textes ne seront pas votés par les uns et seront votés par les autres. Et moi, je crois que finalement, en ne donnant de gages à personne, il a donné des gages à tout le monde, c'est-à-dire qu'il sera glissant suivant les priorités. Et moi, j'ai le sentiment que c'est ça un petit peu la nouvelle donne. Alors, on me dit souvent, c'est pas la culture de la France. Moi, je crois qu'elle a bon dos, cette culture parlementaire. C'est complètement faux qu'on est incapable de consensus au sein de l'Assemblée nationale. On l'a été pendant notre histoire, on l'est peut-être moins aujourd'hui, mais au fond, tout le monde a accepté aujourd'hui de perdre. Faire partie du socle commun, comme vous le disiez, c'est une posture que Laurent Wauquiez vit mal, donc il va sûrement lui-même mettre des limites, et puis ceux qui ne font pas partie du socle commun seront bien obligés de faire partie d'une opposition, et c'est ça toute la gageure du PS, c'est est-ce qu'il fera partie des majorités négatives, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à la censure et finalement coaliser avec des contraires. Je rappelle quand même que dans la démocratie parlementaire, il y a 3 niveaux. S'abstenir sur un texte, voter contre et la motion de censure. Et on est tout de suite dans l'extrémisation du débat. On va renverser ce gouvernement. Attendons de voir. Il y a, à mon avis, des opportunités qui peuvent se créer fenêtre par fenêtre. On est dans l'extrémisation du débat, je suis absolument d'accord avec vous, pour une raison qui tient aussi à une forme de paresse intellectuelle des partis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de cohérence. Regardez les Républicains, pour le coup. Les Républicains n'ont pas voté la réforme des retraites. Enfin, une partie des députés républicains n'avaient pas voté la réforme des retraites en 2023. Et puis aujourd'hui, ils en font une ligne rouge. Ne revenons surtout pas dessus, parce que sinon, on s'en va. Mais je pourrais vous le dire de tous les partis. Voilà. Et précisément, on est dans cette extrémisation-là parce que nous avons des partis qui, dans la mesure où ils travaillent assez peu, sont obligés de jouer sur les symboles plus que sur le contenu réel des politiques mises en œuvre. Et ce qui nous distingue d'autres démocraties parlementaires, c'est que quand vous avez des vrais accords de coalition, c'est sur un contenu précis, pas sur du symbolique et des lignes rouges. Beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres, Anne-Charline Bézina, Cette Constitution qui nous protège, publié aux éditions XO, Mathieu Souquier, un ouvrage collectif, La France à 20h ou L'heure d'être ensemble, c'est aux éditions de l'Aube. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, évidemment sur notre plateforme, en podcast, ça marche aussi. Et puis notez que demain matin, Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sera l'invitée de la matinale d'Oriane Mancini à 8h du matin. Belle soirée, merci beaucoup. Merci.